La Grâce matinale, spéciale élection municipale, l'interview politique. Bonjour Céline Hervieux. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Alors pour vous présenter, vous êtes député socialiste et tête de liste dans le 6e arrondissement de Paris pour la Gauche Unie, la liste d'Emmanuel Grégoire. Vous êtes engagé au sein du Parti socialiste, si je ne me trompe pas, depuis une dizaine d'années. Oui. Avec ma collègue Zoé Lauvergne, juste là, présente à côté de moi. On va justement prendre le temps, les 20 prochaines minutes à peu près, à vous poser des questions justement sur votre programme, mais aussi la réalité du 6e arrondissement. Et on commence avec une première question peut-être, parce qu'on vient de l'écouter, l'édito de Richard Casazza-François. Comment les municipalités peuvent-elles agir davantage pour que ces chansons ne soient pas que des alertes, mais le reflet d'une société plus sûre et avec moins de discrimination? Écoutez, je trouve qu'honnêtement, l'édito a vraiment extrêmement bien résumé le point, c'est-à-dire que l'évolution culturelle et l'usage des arts pour dénoncer en fait des problèmes réels d'inégalité dans la société ou de violences faites aux femmes ou les violences sexuelles en général, les violences sexistes et sexuelles, c'est très important et c'est un premier pas déjà dans la sensibilisation de la société. Et ensuite, il faut que les politiques publiques suivent. Donc, ce qui a été évoqué, justement, la question de l'éducation aux stéréotypes de genre, la question de la prévention, de la façon dont on en parle dans les écoles, dans les établissements, et dont on sanctionne aussi les comportements, le harcèlement de rue par exemple. Il y a un grand programme qui sera lancé avec Emmanuel Grégoire, maire de Paris, autour de la lutte contre le harcèlement de rue, pour justement vraiment que les femmes se sentent en sécurité et que voilà, on comprenne que ce n'est pas anodin en fait de siffler une femme dans la rue, de s'adresser à elle de cette façon. Donc tous ces comportements, il faut les sanctionner par l'éducation, par la prévention et par la sanction si jamais ils se maintiennent. Donc ça c'est très important. Et après, il a évoqué par exemple la question de l'éclairage de rue. Ça, c'est très important. Les transports en commun. Est-ce qu'on a la présence aussi physique de forces de sécurité, la police municipale? Est-ce qu'elle est formée aussi à entendre et à recevoir la parole des victimes potentielles? Donc ça, c'est très important. C'est vraiment des politiques publiques transversales. Et l'art joue son rôle et les artistes jouent leur rôle. Et ensuite, c'est aux politiques de s'en emparer et de traduire ça dans les choses concrètes. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc j'imagine à la fois une politique donc long terme, court terme, moyen terme. On va peut-être revenir tout de suite parce qu'on a non plus le temps va passer très vite malheureusement. On va revenir sur le 6e arrondissement. Donc vous êtes tête de liste du 6e arrondissement. Une question peut-être pour commencer, qu'est-ce que c'est pour vous le 6e arrondissement? Comment vous le définirez et quels sont les enjeux de cet arrondissement aujourd'hui? Le 6e arrondissement, bon déjà c'est le cœur de Paris, capitale monde. Donc dans cet arrondissement se situent les quartiers les plus connus de Paris, extrêmement prisés. C'est le cœur de la vie culturelle, intellectuelle de Paris, avec une histoire et un patrimoine qui est remarquable vraiment. Donc moi j'y suis évidemment très attachée. Maintenant je pense que c'est un arrondissement qui malheureusement est en passe de devenir de plus en plus un arrondissement, un quartier musée, vidé de ses habitants, vidé de son âme, et cet esprit de Montparnasse des décennies précédentes, on est en train de le perdre petit à petit malheureusement parce qu'il y a une forme de standardisation, il y a une difficulté d'accès au logement, il y a de moins en moins de mixité et de diversité. Et moi ça fait 15 ans que je vis dans cet arrondissement et je vois aussi la situation se dégrader malheureusement. Donc il y a énormément d'enjeux. On doit redresser la barre, mais il y a un potentiel qui est énorme. C'est un arrondissement magnifique, merveilleux, où je pense que voilà, moi j'aimerais qu'il devienne plus inclusif, plus accueillant, où chacun puisse y trouver réellement sa place, que ça reste un arrondissement patrimonial, oui c'est vrai, on y vient aussi pour voir des biens, des lieux exceptionnels, mais il faut que ça reste un arrondissement où l'on vit également, et c'est ça qui est très important, donc c'est ce que je défends dans mon programme. Et justement, c'est un des sujets qu'on voulait aborder, la question du logement, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a aussi, c'est assez cher aussi le 6e arrondissement. Ça, les Parisiens et les gens qui connaissent ne seront pas surpris qu'on dise ça. Si je me trompe pas, on a vu, c'est à peu près le mètre carré environ à 15 000 euros, contre 10 000 euros à peu près dans la moyenne dans le reste de Paris. Donc ça reste très cher. Comment on fait pour aider les Parisiens peut-être à acheter? Comment on gère justement cette question-là du logement au niveau du 6e arrondissement? Alors, il y a plusieurs axes. D'abord, il y a la question des logements vacants. Il y a un logement sur 5 à peu près dans le 6e qui est vacant, c'est-à-dire qui n'est pas occupé en temps plein. Donc ça pose vraiment problème. On fait face aujourd'hui à des logiques de spéculation immobilière où des investisseurs viennent acheter des appartements, mais ils n'y mettent pas un pied et en fait, ils rentrent dans de la location saisonnière de court terme, type Airbnb, parce que c'est un investissement qu'ils considèrent comme rentable. Sauf que justement, ça retire en fait des biens du marché
locatif privé classique. Donc déjà, il faut lutter contre ces Airbnb sauvages, si je peux dire, qu'on a déjà encadrés avec la ville de Paris. Donc ça, c'est un élément important. Ensuite, il faut aider les locataires. L'encadrement des loyers, c'est fondamental. Moi, je vois trop aujourd'hui dans ma permanence ou dans mes permanences logement en mairie, les gens où l'encadrement des loyers n'est pas respecté par les propriétaires. Et ça, c'est très important. L'idée de l'encadrement des loyers, c'est de dire qu'en fait, par rapport à une surface donnée, justement, vous avez évoqué les prix au mètre carré pour l'achat, mais sur la location, en fait, on doit rester dans des prix raisonnables. Et parfois, il y a des coups durs dans la vie. On peut avoir une baisse de revenus, quand on arrive à la retraite, on peut tomber malade, on peut avoir des baisses de revenus. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accompagner les personnes ponctuellement, pour les aider aussi, les locataires, face à ces loyers, pour faire en sorte qu'ils n'explosent pas et faire en sorte qu'il puisse y avoir un coup de pouce. Donc, il y a le bail réel et solidaire qu'on peut mettre en place, qui permettent d'accompagner des populations plus vulnérables. Et puis, l'accès à la propriété aussi, ça, c'est un enjeu même national. Comment on aide les jeunes, en fait, les jeunes générations, quand on a 30, 35 ans, qu'on veut acheter son premier appartement, à Paris, c'est très, très compliqué. Et moi, je le vois autour de moi, les jeunes de mon âge, personne n'est capable d'acheter à Paris, ça devient impossible. Donc, il faut qu'on aide aussi sur les locataires, sur l'accès à la propriété et la lutte contre les locations temporaires qui n'ont que trop duré. Et ça, c'est facile de savoir justement le niveau de location temporaire, parce que c'est peut-être quelque chose qui est compliqué à savoir. Comment on sait quand c'est du temporaire ou quand c'est du vraiment habité ? Oui, c'est vrai. En fait, on a un vrai problème de visibilité, justement. Il faudrait une cartographie plus précise. Et ça, c'est quelque chose que je m'engage à faire en tant que maire du 6e et à l'échelle de la ville de Paris, en fait. Il faut qu'on ait plus d'agents qui viennent faire des vérifications, des visites inopinées, qui soient vraiment dédiés sur ces questions. Il y a des immeubles aussi, des copropriétés qui mettent en place des chartes d'interdiction ou dans le règlement intérieur. On peut le mettre aussi, l'interdiction du Airbnb. Donc, les citoyens ont quand même des circuits pour mettre les choses en place, mais c'est quand même référencé sur les plateformes numériques, donc normalement, c'est déclaré. Donc normalement, on a accès à l'information, mais bien sûr, il y a des fraudes, il y a des contournements, il y a des personnes dont on sait qu'elles ont loué plus de 90 jours par an, et en fait, elles suppriment l'annonce et elles en recréent une derrière, donc il y a des moyens de contourner, mais il faut vraiment qu'on soit toutes et tous beaucoup plus vigilants. C'est l'intérêt général, en fait, qui doit primer avant l'intérêt particulier de ces multiples propriétaires qui parfois d'ailleurs sont même pas résidents français et qui retirent, quand on a 250 000 personnes qui attendent du logement social à Paris, c'est pas acceptable en fait. Donc il faut que la mairie soit plus stricte et accompagne et encadre vraiment ça. Peut-être sur la question des logements sociaux, après on abordera aussi la question du tourisme et des commerces, parce que vous en avez parlé un peu. Logements sociaux, c'est quoi l'objectif ? Est-ce que c'est de passer de aujourd'hui 4,5% à 10% d'ici 2032 ? Comment on fait ? Est-ce que c'est de l'achat de logements ? Est-ce que c'est de la construction ? Parce que dans le 6e, ça paraît compliqué de construire. Donc comment on fait pour le 6e ? Oui, notre idée, c'était effectivement de dire on va viser de doubler la part de logements sociaux dans le 6e. Aujourd'hui, on est à 4,5%. C'est lamentable. Honnêtement, c'est lamentable. On est, je crois, l'avant-dernier arrondissement de Paris, derrière le 8e ou le 7e pour les logements sociaux. Donc, ça n'est pas acceptable. La loi stipule que les communes, normalement, c'est 25% de logements sociaux. Donc, des logements publics. Ça peut être du logement intermédiaire, mais qui soit accessible quand même à des publics différents. Donc, les arrondissements ne sont pas des communes, mais vous voyez qu'on est très, très loin des 25%. Donc, oui, il faut... évidemment, on ne va pas construire une tour sur la place Saint-Sulpice, ça j'en conviens. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On peut faire de la préemption, c'est-à-dire que la ville de Paris a la capacité, en fait, d'investir pour préempter des immeubles au moment de la vente, par exemple, ou d'identifier en fait des immeubles, des logements vacants, la réquisition éventuellement au bout d'une vacance trop importante. Il y a des leviers qui permettent en fait sur du bâti existant d'investir et de créer du logement social. Ça, c'est possible. Donc, je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre, c'est ça qu'il faut viser. Et notre objectif, c'est effectivement de monter en puissance partout où on peut faire du logement intermédiaire, public. Il faut le faire. Et un autre enjeu dans le 6e arrondissement, c'est la question du tourisme et particulièrement du surtourisme. Dans votre programme, vous expliquez vouloir lutter justement contre ce phénomène-là, mieux répartir les flux de visiteurs. Mais concrètement, ça se passerait comment ? Et est-ce que ce ne serait pas aussi finalement une perte des débouchés en fait, aussi de se priver de ces visiteurs-là ? Oui, alors bien sûr, l'idée n'est pas de lutter contre le tourisme, ça fait partie de l'histoire de notre ville. On est la ville de Paris, la ville la plus visitée au monde.
Donc le 6e prend sa part et évidemment. Alors après, ce qu'on appelle le surtourisme, si vous voulez, c'est des cars gigantesques qui viennent, qui bougent toute la circulation, voilà, qui entament finalement la liberté aussi des riverains, des passants, de tous ceux qui vivent ici. Parce que, je le redis, ce n'est pas un quartier musée. Il y a des gens qui vivent, il y a des familles, il y a des enfants, des personnes âgées. Tout le monde doit avoir son espace et sa place. Donc le tourisme, oui. Le surtourisme, non. Concrètement, comment ça se passe ? Je pense qu'il faut réguler, mais ça, pour le coup, c'est à l'échelle de la ville de Paris. On a un office de tourisme qui s'appelle Paris Je t'aime, qui fait un travail remarquable. Il faut, quand il propose justement des circuits de visite, la question justement des musées avec maintenant des créneaux réservés, on essaie de gérer le flux. Mais ça, c'est un enjeu que Paris connaît depuis des années. Moi, je suis fière que les gens aient envie de venir dans le 6e, de venir visiter nos églises magnifiques, nos musées, évidemment, le jardin du Luxembourg, nos institutions. Mais voilà, il ne faut pas que ça se fasse en dépit de la qualité de vie des habitants. On va parler, parce que là, l'entretien avance. Et en fait, on sait que c'est très important pour vous aussi la question de la petite enfance à Paris. Vous avez été conseillère déléguée de la ville de Paris en charge de la petite enfance pendant 4 ans, si je ne me trompe pas, 2020-2024. Et ces derniers mois, et ça a notamment marqué la campagne municipale, il y a eu plusieurs affaires et révélations de violences sexuelles et d'humiliation dans des écoles parisiennes, mais pas que, aussi dans des accueils de jeunes. Est-ce que vous diriez que c'est un secteur dans lequel la ville de Paris est dépassée ? Et comment vous placez la responsabilité de la ville de Paris dans ces affaires-là ? Oui, alors on a eu effectivement des révélations extrêmement graves de maltraitance ou de comportements inadaptés et vis-à-vis des enfants, plutôt dans le périscolaire. C'est autour de ça que ça s'est passé. La petite enfance, ça concerne vraiment les crèches. Donc là, c'est pas le même environnement. Cela dit, tout le monde, je pense, doit reconnaître sa responsabilité. À partir du moment où vous avez un cadre où des adultes sont en contact d'enfants et que ça se passe mal, ne serait-ce que pour un enfant, c'est déjà une responsabilité collective et évidemment, la ville, et je pense que autant les élus que l'administration doivent se remettre en question. Et je pense que ça a été dit très clairement par Emmanuel Grégoire. Ces dysfonctionnements qui se sont présentés doivent être clairement identifié et il faut tout simplement réformer le système. Si le système est défaillant, on ne peut pas se permettre de laisser des enfants, des personnes vulnérables, au contact de personnes malveillantes comme cela. Et quand on décide de travailler avec des enfants, on doit être irréprochable. On doit montrer patte blanche. Alors oui, il y a des difficultés de recrutement. Oui, ce sont des profils qui ne sont pas forcément des profils qui ont X années d'expérience. Voilà. Mais pour autant, il faut qu'on soit tous extrêmement vigilants. Les violences faites aux enfants, c'est pas propre à la ville de Paris, c'est un phénomène que tout le monde connaît partout. Il faut lutter contre ça partout et tout le temps. Et je pense que la ville de Paris doit prendre sa part, oui, doit reconnaître spécifiquement sur chaque situation qu'est-ce qui s'est passé. Il faut faire la lumière, il ne faut pas se cacher, il faut dire les choses, il faut accompagner les familles et protéger les enfants de ces agressions. Et mi-novembre, la ville a justement présenté son plan d'action pour lutter contre les violences sexuelles à l'école. La mesure principale, c'est la suspension des animateurs dès qu'ils sont accusés en fait par un enfant et aussi améliorer le recrutement. Est-ce que selon vous, c'est suffisant ? Il y a déjà eu, il y a des centaines de suspensions qui ont eu lieu. Alors c'est vrai que là, on est dans un moment où tout le monde a été très tendu, donc forcément, on prend des décisions radicales. C'est normal. Après, sur le long terme, je pense qu'il faut stabiliser les choses pour voir précisément chaque situation. Quels sont les circuits de signalement ? Comment en amont, en fait, au moment du recrutement, on s'assure qu'effectivement, je pense que c'est déjà le cas normalement, mais visiblement, il y a eu des loupés, donc c'est quand même très grave. Donc il faut qu'on regarde ça tranquillement. Il y a un plan qui est clair. La suspension des animateurs, c'est quand même la première mesure de précaution, c'est-à-dire on retire la personne de son lieu de travail. C'est quand même la base. Et après, on prend le temps de respecter aussi les droits des personnes, le contradictoire. On sait que c'est toujours très difficile, parce que on n'est pas toujours témoin. Normalement, les adultes ne sont pas censés rester seuls avec des enfants, jamais. Il y a des règles comme ça, en fait, dont on doit garantir l'application. Donc on va le faire petit à petit, on va le faire avec sérieux. Je pense qu'Emmanuel Grégoire a été très clair. Il a été malheureusement lui-même victime de violence, il en a parlé. Il a fait un témoignage très fort. C'est un sujet qui le touche énormément et c'est pas quelqu'un qui se dédouanera ou qui se cachera. C'est quelqu'un qui va prendre ce sujet à bras-le-corps pour protéger les enfants, pour protéger les Parisiens et les Parisiennes. C'est très important.
Alors malheureusement, notre entretien touche déjà à sa fin parce que c'était très intéressant. Juste pour rappel aussi nos auditeurs, je rappelle qu'il y a un numéro, le 119 aussi pour l'enfance en danger. Donc ça voilà, si vous êtes témoin aussi ou si vous voyez autour de vous, n'hésitez pas aussi, c'est important de faire passer parce que ça évite aussi ça peut prévenir de ce genre de dérive dont vous avez parlé. Il y a peut-être un dernier point, il y a Hugo qui est avec nous en studio qui va nous parler. Il a pris comme thème du jour pour sa chronique les fake news, Infox si on veut faire un peu parler en français. Alors bonjour Hugo. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Fréquence protestante, la grâce matinale spéciale élection municipale. Raphaël Varnery. À l'approche des élections municipales, vous vous êtes sans doute déjà renseigné les programmes des candidats ou des sondages de votre ville, par exemple. C'est un afflux d'informations très important, faisant baisser la vigilance du plus grand nombre. Et en période d'élection, la prudence, elle est nécessaire. Le risque, c'est de se faire avoir par une fake news. Alors tout d'abord, c'est quoi une fake news ? Une fake news ou un fox en français est une information délibérément fausse ou trompeuse diffusée comme si elle était vraie, souvent avec l'intention de manipuler l'opinion, de semer la confusion ou de nuire à la confiance dans les institutions et les médias. Donc c'est un phénomène très développé, encore plus avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Et en période électorale, ces infox sont plus nombreuses que vous ne le pensez et viennent souvent de l'étranger. Avez-vous déjà entendu parler des campagnes Matryoshka et Storm 1516 ? Ce sont de vastes campagnes de désinformation créées par la Russie et leurs modes de fonctionnement sont rodés et divers. Par exemple, Matryoshka usurpe l'identité de médias français et publie de fausses informations. De faux sites internet à l'apparence française sont mis en ligne. Ces sites prennent des noms et l'apparence de journaux locaux comme Sud-Ouest Direct, L'Actualité Provençale ou encore Info Grand Est. Des noms a priori classiques de journaux régionaux. Mais alors qu'est-ce qui est publié sur ces sites, Hugo ? Eh bien, on retrouve sur ces sites des thèmes mettant en avant les difficultés et problèmes de la France. Le mal-être profond de la société, un gouvernement corrompu ou encore les effets secondaires de vaccins cachés par les autorités, voici des exemples. L'agence de vérification de Radio France a consulté le site sudouestdirect.fr pour une enquête. Voici quelques articles retrouvés en ligne. Villefranche-sur-Saône, 3 mineurs d'origine algérienne et marocaine commettent un vol impensable. Un drame sanglant à Paris, un jeune homme poignardé par un squatteur instable. Ou encore Marseille, une agression violente par des membres de la communauté du voyage contre le personnel médical de l'hôpital de la Timone. Ces infox, elles touchent même la scène locale. À Cagnes-sur-Mer, un sondage sur les intentions de vote pour les municipales a été partagé sur les réseaux sociaux en début d'année. À première vue, ce document paraît véridique, des chiffres donnés, un échantillon de personnes interrogées, etc. Eh bien, finalement, ce document y était faux et il a semé le doute dans la ville de 53 000 habitants. Comme quoi ces infox touchent même les actualités locales et pas que les grands journaux nationaux. D'après le baromètre de la Croix-Vérian-La Poste, La Croix-Vérian et La Poste, publié début janvier, 61% des personnes se méfient du traitement des grands sujets d'actualité par les médias. Et plus des 3/4 s'inquiètent de l'impact en France des fausses informations issues d'ingérences étrangères. Et alors Hugo, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un lien avec l'utilisation de l'intelligence artificielle ? Et oui Raphaël, ces articles ils sont entièrement rédigés avec l'IA et ils se basent parfois sur des faits réels, mais souvent détournés de la réalité. La campagne Storm 1516, elle aussi commanditée par la Russie, avait déjà fait parler d'elle en février 2025 lors des élections législatives allemandes. Une enquête de NewsGuard et de la cellule d'investigation de Radio France avait démontré son implication. À l'époque, une centaine de sites internet mensongers avaient été créés pour l'occasion. Entre février et juin 2025, Insight Group a relevé l'apparition de 140 sites ayant publié en français plus de 18 000 articles entièrement rédigés par l'IA. Selon NewsGuard, pas moins de 15 récits mensongers ont visé la France depuis le début de l'année, partagés par la propagande russe. Plus nouveau, des fausses informations viennent des États-Unis. Plusieurs fake news ont eu lieu depuis le début de l'année, la plus connue étant la prétendue hausse des prix de médicaments par Emmanuel Macron. À l'approche des élections, cette désinformation se renforce et l'ingérence étrangère prend place. La Russie ou la Chine tentent de bousculer l'opinion de la population en diffusant de fausses informations. Le but ? Fragmenter l'opinion publique, créer un climat d'insécurité et fragiliser le gouvernement français. Ces pays étrangers veulent profiter de l'attachement tout particulier des Français aux médias de proximité. En effet, d'après le dernier baromètre Media Rating de 2024 de l'Institut Kantar, 67% des Français se disent en confiance avec la presse locale. Malgré tout, la seule chose qu'on peut vous demander, c'est de faire confiance aux journalistes professionnels.
Le journaliste vérifie si l'information est réelle avant de la diffuser, comme on le fait ici sur Fréquence Protestante. Merci Hugo pour la pub. Merci beaucoup Hugo pour cette chronique. Je me tourne pour une dernière question, c'est nerveux. Par rapport à ça, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu durant la campagne pour l'instant, ces fake news? Et en fait, qu'est-ce que c'est? Bon, votre avis dessus, c'est peut-être facile, mais est-ce que vous considérez qu'il y a un réel risque majeur à l'échelle locale avec ces fake news? Bien sûr qu'il y a un risque quand on sait que les jeunes s'informent majoritairement sur les réseaux sociaux aujourd'hui, et ça a été très bien dit, en fait, ces rumeurs, ces contre-vérités circulent, et on voit que la campagne parisienne, de ce point de vue, est quand même assez violente. On a même des candidates en première ligne qui assènent des contre-vérités dans des grands médias aussi, pas que sur les réseaux, mais qu'après c'est relayé sur les réseaux sociaux. Et oui, c'est très grave, et oui, on doit aux citoyens une information transparente, claire, et donc l'éducation aux réseaux sociaux et à la lutte contre les fake news, c'est très important aussi à l'information. C'est aussi le rôle des journalistes d'ailleurs et des médias. On essaie de faire de notre mieux Tout chez à fait. Fréquence Protestante. Merci beaucoup Céline Nervieux pour Merci votre à temps. Merci d'avoir accordé ça à Fréquence Protestante et bon courage dans cette campagne. Merci. La Grâce matinale, spéciale élection municipale, l'interview politique.